Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. À travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les minorités de genre et plus particulièrement les femmes. Ici, nous abordons des sujets intimes, actuels, sociaux et parfois, hélas, tabous. Mes invités viennent se confier à mon micro pour parler de leur histoire, de leur parcours. Nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Je suis convaincue que malgré les parcours plus ou moins difficiles que nous pouvons traverser, il y a toujours un peu de lumière derrière l'arc-en-ciel. Et l'objectif de ce podcast est de montrer qu'il faut, justement, toujours y croire et se raccrocher à cette petite lueur ô combien précieuse. Je vous laisse découvrir notre invité du jour qui va nous raconter son histoire tout en diffusant, comme toujours, un précieux message d'espoir. Wake up when the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis très contente de rencontrer Louise qui m'accueille chez elle à Rennes. Nous allons pouvoir discuter de relations intrafamiliales toxiques et maltraitantes et en l'occurrence de la relation que tu entretiens avec ta mère. Bonjour Louise. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Super. Merci beaucoup du coup de m'avoir contactée pour parler de ton histoire. C'est vrai qu'on envisage souvent la maternité comme la plus belle des histoires d'amour et pourtant ce n'est pas toujours le cas. Je pense que c'est assez difficile de se défaire d'une mère toxique parce que notre société idéalise beaucoup les liens familiaux comme étant les plus beaux, les plus indéfectibles, etc. Mais aujourd'hui, tu vas pouvoir nous raconter ton expérience à toi d'un lien mère-fille douloureux et destructeur que tu as dû subir avec ta mère maltraitante. Donc, merci beaucoup, Louise, de venir nous éclairer sur ces relations-là. Il me tarde de t'écouter. Donc, je vais te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, pour commencer, Louise, est-ce que tu peux te présenter, parler un petit peu de toi, qui tu es ? Ok, moi je m'appelle Louise, j'ai 17 ans, je suis... pour l'instant, je suis en vacances, mais à la rentrée, je vais entrer en fac de psychologie à Rennes. D'accord, super. Et t'as des choses que tu aimes faire dans la vie, des passions J'aime beaucoup le théâtre et l'écriture. D'accord. Donc plutôt un côté artiste. Oui, ouais. Ok. Alors, du coup, je vais te proposer de commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, de ta famille, voilà, des souvenirs que tu en as quand tu étais petite ? Oui, oui, évidemment. Du coup, moi, j'ai 3 sœurs. On était une fratrie de 4 et une demi-sœur aussi. On vivait dans une grande maison à la campagne avec mon père, enfin plus ou moins mon père, surtout avec ma mère en fait. Et de cette enfance, j'ai pas forcément un souvenir triste ou douloureux. En fait, je suis assez détachée de ce moment-là de ma vie. Du coup, quand j'énumère des faits, généralement les gens sont oh waouh, t'as vécu tout ça. Mais j'ai même pas l'impression que ce soit moi qui l'ai vécu en fait, donc c'est assez perturbant. Ouais, Ouais. je vois. Et toi, t'étais quel genre de petite fille quand t'étais petite ? T'étais comment au niveau de ta personnalité, de ton caractère ? Alors, moi, comme mes sœurs, on était ce que mes parents appelaient des bébés pansements. C'est que on nous a conçus pour consolider leur couple, en fait. Ah d'accord. Donc, ouais, voilà, moi, je suis née pour guérir mes parents. Donc, j'étais une petite fille très calme qui apaisait tout le monde. C'était un peu mon rôle, l'éponge des émotions. Ouais, je vois, d'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta mère ? Comment est-ce qu'elle était peut-être comment elle est toujours aujourd'hui, mais dans ton enfance, c'était quoi un peu sa personnalité ? Euh, c'est pas, ça a pas été attesté, mais ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup, à un pervers narcissique D'accord. qui, du coup, quand la porte est fermée, on subissait toutes sortes de violences, psychologiques et physiques. Elle se mettait dans des colères noires, pour, rien, D'accord. juste pour se faire plaisir, en fait, mais à l'extérieur, c'était toujours, «Oh mes filles, c'est les meilleures du monde, j'ai 5 filles super», et puis, les autres nous appelaient même, la famille bonheur, quoi. Ouais, je vois.
C'est vraiment un gros décalage entre Ah oui, oui, c'est ça. ce qu'elle laissait paraître et ce qu'elle était Ouais. réellement, et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle plus souvent de profils de pervers narcissiques au niveau des hommes, Mmh. donc c'est intéressant aussi d'avoir l'exemple, avec une femme. Et du coup, ça a duré combien de temps les maltraitances que tu as vécues? En fait, on a vécu, je me rappelle plus trop de la date, je crois que j'avais, 6 ans quand on a quitté la maison, de campagne où on vivait avec mon père pour se retrouver dans un appartement, dans une cité et en fait, c'est là que ça s'est vraiment intensifié. À la campagne, on avait quand même, des moments de répit, on avait une grande maison, on pouvait aller à l'extérieur quand ça allait pas et cetera. Mais là, on s'est retrouvés en fait cloîtrés, presque séquestrés dans un minuscule appartement avec, moi je partageais ma chambre avec ma petite sœur, une autre sœur avait sa chambre et une autre sœur, dormait dans le salon avec ma mère et en fait, c'était, tout le temps explosif, c'était, tout le temps des cris, tout le temps des coups, tout le temps, l'angoisse en fait de pas faire quelque chose de bien, en fait, on avait tout le temps peur, tout le temps. Ouais, je vois. Et justement, est-ce que tu peux, donc tu parles un peu de coups et cetera. Est-ce que tu peux nous expliquer, de quel type de maltraitance il s'agissait? Voilà, si tu as des exemples, des souvenirs et cetera. Hem, En fait, j'ai des souvenirs qui sont très marquants et tellement marquants que mes sœurs, quand je leur ai dit que je faisais ce podcast, m'ont dit qu'elles préféraient que je le dise pas parce que c'est, je sais pas, trop dégradant peut-être pour elles. Donc je vais essayer de dire des faits qui sont pour moi, du coup, très minimes, Oui. mais peut-être que pour, ceux qui écoutent seront, assez grands. En fait, la maltraitance, elle était différente avec chacune des filles de ma mère, donc chacune de mes sœurs. Avec la petite, il y en avait presque pas parce qu'elle était vraiment toute petite et donc elle allait à l'école et cetera, donc elle faisait assez attention. Avec moi, c'était énormément psychologique parce que j'étais en surpoids et elle jouait beaucoup sur ça et avec, mes 2 autres grandes sœurs, c'était vraiment beaucoup, beaucoup, physique, notamment une qui a reçu énormément de coups, qui ouais, qui se en fait, elle se faisait passer à tabac parce qu'elle prenait notre défense et c'était des soirées et des nuits entières, de cris, de pleurs, tout le temps, en fait, sans Mmh. cesse. D'accord, je vois. Et donc ouais, toi, tu disais qu'à l'époque, donc tu étais en surpoids et elle te culpabilisait par rapport à ça? Enfin, ça se passait Ouais. comment, Ouais, en fait, c'est très bizarre parce qu'on était, la maltraitance, elle passait aussi par la nutrition. On était D'accord. vraiment très, très mal nourris, on devait aller, à la mer pour ramasser des algues pour les manger. On Ah oui, devait, quand même. aller, dans la forêt pour cueillir, notre repas ou alors, le reste, on mangeait, ce qui se retrouvait, derrière, les magasins, en fait, les invendus qui étaient censés être jetés. Ma mère les récupérait pour nous les faire manger. Donc on était très ouais, très mal nourris et on aurait plutôt tendance à penser que j'aurais dû être très maigre, mais en fait, j'ai pris beaucoup de poids parce qu'à cause du stress Mmh. ou je ne sais pas quoi. J'ai vu pas mal de nutritionnistes qui m'ont dit qu'en fait, c'était comme si mon corps faisait un bouclier. Donc j'ai pris énormément de poids et ma mère jouait énormément de ça. Par exemple, un jour, on était, dans un musée, donc il y avait quand même beaucoup de monde. Je suis entrée dans un ascenseur où il y avait, genre une dizaine de personnes. Elle m'a poussée de l'ascenseur, elle a, montré, une étiquette du doigt et elle a dit: «Tu peux pas venir, avec toi, on va faire beaucoup plus de 450 kilos». Ah ouais. Et devant tout le monde, elle a fait ça et ce même jour, on était sur la voie rapide, elle a arrêté sa voiture, elle m'a demandé de descendre. Je lui ai demandé: «Ben, pourquoi? Quand on est sur la voie rapide, c'est hyper dangereux». Elle m'a montré un panneau, il y avait écrit: «Interdit aux poids lourds». Oh là là! Ah ouais, c'était vraiment, Ouais. c'est horrible, enfin, de se dire en plus, limite ce serait, le genre de «blague» entre gros Mmh, guillemets que tu fais entre enfants, tu sais? ouais, Enfin voilà, avec tes frères et sœurs, je sais pas, même sans parler de personnes en surpoids, mmh, pour charrier, même si c'est pas très drôle, mais voilà, quand on est enfant à la limite, mais alors de se dire que c'est une adulte qui fait ça et en plus à sa fille, mais mmh. c'est hyper, hyper choquant. Mais, tu parlais du coup de problèmes au niveau de la nourriture et cetera. C'est parce que, vous aviez pas les moyens à l'époque de faire les courses ou, c'était elle une forme de maltraitance un peu volontaire qu'elle faisait, C'était clairement volontaire parce Ouais. que, l'argent, elle en avait tellement d'ailleurs qu'elle, les dispersait sur différents comptes pour continuer à toucher, les aides de l'État Ah ouais. et la pension alimentaire que mon père payait, ben, qui servait normalement à nous habiller, nous nourrir, elle, en fait, elle les utilisait pour acheter, sa consommation parce qu'elle, elle fumait beaucoup de joints. D'accord. Ouais. Ah oui, OK. Donc un petit package, Ouais. sympa, OK, d'accord. Du coup, tu disais que donc à l'époque, ton père versait une pension alimentaire, donc ils étaient plus ensemble. Mmh. Ça s'est passé quand, qu'ils ont séparé enfin qu'ils se sont séparés et qu'est-ce que ça a changé pour vous, les enfants? Quand on m'a annoncé qu'ils se séparaient, pour moi, c'était, une excellente nouvelle.
c'était vraiment, trop, trop bien. Je me souviens que j'étais hyper contente. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi contente parce qu'en fait, je me suis dit: «Enfin, ça y est, ils vont arrêter de se disputer. Enfin, je vais pouvoir, dormir tranquille sans, voir, des couteaux traverser la pièce parce que ma mère agressait mon père ou sans, l'entendre crier, battre mon père en disant à son chien: "Attaque, attaque". Ah En oui. fait, c'était juste trop bien. Je me suis dit: «Stop, la violence va s'arrêter». Donc j'étais loin d'imaginer que finalement elle allait pas s'arrêter, qu'elle allait même se diriger vers nous, Mmh. mais en fait, à ce moment-là, j'étais juste trop contente et oui, du coup, on est allé vivre chez ma mère. Normalement, du coup, on devait voir mon père, 1 week-end sur 2, il me semble, mais c'était pas tout le temps un week-end sur 2. Ma mère était quand même assez, elle nous gardait quand même beaucoup pour elle, quoi. Mmh. Je vois et du coup, quand tes parents se sont séparés, ton père, à ce moment-là, il avait pas du tout parlé, des violences qu'elle vous faisait subir et qu'elle lui faisait subir à lui aussi, au final? Non, je crois que, bah, sur ce coup-là, il a pas été, le père idéal, non, il a rien fait, rien dit, il a continué sa vie de son côté, en fait et Mmh. puis, nous de la nôtre. Quand on se retrouvait le week-end, on évitait de parler de ce qui s'était passé la semaine parce qu'on voulait juste profiter, en fait, de pouvoir, croquer un burger. Oui, je vois. On n'avait pas envie de dire: «Oh, on a eu ça cette semaine, on a dû, faire ça, on a dû faire ci», non, Mmh. non, en fait, on voulait juste profiter du moment présent. Ouais et du coup, c'est ta mère qui avait la garde, quasi exclusive, en Ouais, fait? Et ouais, ouais. comment ça se fait? Enfin, c'est elle qui avait fait la demande ou, ça a été un peu un truc par défaut? Je sais pas trop comment ça se passe, lors d'un divorce, mais Je sais pas trop parce que j'étais toute petite et que ça a jamais été très clair au niveau mmh. de la garde, elle s'est approprié, ses enfants. Mais, je crois que ils se sont mis d'accord, en fait. Ils se Ouais. sont mis d'accord puisqu'elle était mère au elle a toujours été mère au foyer, pour, nous maltraiter à temps plein. Ouais, bah, oui, Et c'est ça. donc, en fait, ça allait de soi, quoi, Mmh, d'accord et donc aujourd'hui, ça fait depuis combien de temps que tu ne la vois plus? Quand est-ce que ça s'est arrêté tout ça, en fait? Ça s'est arrêté le 7 décembre 2012. D'accord. Je me souviens très bien de ce moment-là, c'est le plus beau jour de ma vie. Mmh. Du coup, ça faisait, je crois 2 ans qu'on vivait dans cet appartement-là, à passer vraiment des nuits horribles, des journées horribles et j'avais pris l'habitude dès que ma mère, sortait de l'appartement de sauter sur le téléphone pour appeler mon père et en fait, ce jour-là, quand je l'ai appelé, il m'a dit: «Il faut que tu descendes chez mamie, c'est très urgent, c'est grave». Et en fait, mon grand-père s'était suicidé genre un mois avant. Mmh. Du coup, moi, j'étais persuadée que c'était le tour de ma grand-mère, qu'on allait me dire, «Ta grand-mère est morte» et cetera. Du coup, je suis descendue, ma grand-mère habitait juste en bas de chez moi et quand je suis arrivée, il y avait ma sœur, enfin mes 2 sœurs, mes tantes que je vois absolument jamais et ma grand-mère. Et du coup, moi, je comprenais pas, quoi. J'étais: Mmh. «Qu'est-ce qui se passe?» Et je me souviens de ma sœur qui a tendu les bras vers moi et qui m'a dit: «Ça y est, Louise, c'est fini, Mmh. ça arrivera plus jamais, on va vivre chez papa» et là, on s'est mis, bah, à pleurer Oui, bah, parce qu'on oui. était trop heureuses et puis, après on a vite, été rattrapés par la réalité. On nous a dit: «Bon, maintenant, on a 20 minutes pour récupérer toutes les affaires qu'il y a à l'appartement parce que si elle est au courant, ça peut être grave» et du coup, on pouvait pas retourner chez nous pour éviter qu'elles viennent nous chercher. Du coup, on a dû dormir à droite à gauche pendant, je crois, 2 3 jours pour, que la justice mette en place, en fait, une protection. D'accord et donc à ce moment-là, toi, tu avais quel âge? J'étais en CM1, du coup, je crois que j'avais 7 ans, Ouais, 7 ans, 7 8 ans. OK et donc comment ça donc ton père, vous a récupérés et cetera et ça a été quoi le déclic? Est-ce que c'est une de tes sœurs qui lui a dit: «Là, c'est plus possible»? Enfin, qu'est-ce qui a fait que lui, il est venu, vous chercher en disant: «Là, c'est bon, ça s'arrête»? Parce que tu disais que, pendant tout un moment, au final, vous lui en parliez pas trop de ce qui Mmh. se passait et cetera. Pourquoi est-ce que c'est arrivé finalement ce moment-là? Parce que, bah, du coup, au bout d'un certain temps quand même, à vivre dans cette maltraitance, mes sœurs ont été obligées d'appeler à l'aide parce que c'était plus possible de vivre Mmh. comme ça. Mes grandes sœurs parce que moi en fait, je me rendais pas compte que c'était pas normal, j'avais toujours vécu comme ça donc Ouais. je pensais que c'était tout à fait normal et par contre mes grandes sœurs qui, elles, étaient au collège et au lycée, se sont rendues compte que non, ce n'était pas normal et en fait, elles avaient pris l'habitude, bah, de prévenir mon père des maltraitances qu'il y avait et elles avaient écrit une lettre au juge, en fait, pour, demander, à ce qu'il y ait une intervention, judiciaire et en fait, elles ont mis énormément de temps, plusieurs mois à l'envoyer parce que, il y a le processus du pervers narcissique «En fait, je suis très gentille, Oui. c'était pas contre toi, tu sais, je gère pas, c'est parce que ton père nous a abandonnés» et cetera et puis je sais pas ce qui a fait, ce qui était la goutte de trop. Je crois que la goutte de trop, c'était une soirée où ma mère n'était pas là et je c'était,
c'est assez ridicule, mais c'était un ras-le-bol en fait où, j'étais au téléphone avec mon père du coup avec, il y avait mes sœurs, on mangeait et j'ai pris trop de temps. Ma mère allait bientôt rentrer, du coup, ma sœur m'a dit: «Tu peux pas prendre de dessert», parce qu'il fallait pas que ma mère voie qu'on mangeait et cetera, et en fait, je l'ai juste super mal vécu. Je me suis enfermée dans ma chambre et je me suis mis au rebord de la fenêtre. J'étais prête à sauter du haut de mes 7 ans, en fait. Mmh. J'avais 7 ans et puis, j'étais au bord du suicide. Heureusement, ma sœur a réussi à ouvrir, à me descendre très rapidement et puis, je pense qu'à partir de ce moment-là, ils se sont dit: «Non, stop, faut réagir». Mmh. Ouais, ça a été vraiment, la goutte de trop comme tu dis Ouais. et hem et donc après ça, comment ça s'est passé? Parce que donc tes sœurs ont fait un signalement du Mmh. coup, à la protection de l'enfance, je Ouais. suppose, enfin voilà, un juge. Donc vous avez été et quand tu parlais de tes tantes, ta grand-mère et cetera, c'était ta famille paternelle ou maternelle? Paternelle, ouais. Oui, Non, ouais, ouais. maternelle, ils sont tous comme elle. D'accord, je vois, ouais. Bon, en général, hein, Oui. c'est comme ça. C'est un peu comme ça que ça se passe et donc du coup, pour vous, après, comment ça s'est passé? Tu disais, au départ, vous avez dormi un peu à droite, à Mmh. gauche, ça a été quoi un peu le chemin à partir de ce moment-là où vous avez enfin été séparés de votre mère? Bah, en fait, c'était un enfin très bref Mmh. parce qu'il y a eu en tout 10 procès pour changer de garde parce que, la justice n'est pas, une réelle justice. Oui. Donc pendant un temps, j'ai vu ma mère, 1 fois par mois, dans un centre spécialisé avec des éducateurs qui surveillaient que tout se passait bien. Ensuite, ça a changé de garde. Je la voyais, il me semble, 1 week-end sur 2 et puis, finalement, c'était, une garde alternée. On est retourné en garde Ah alternée, ouais. puis évidemment, bah, les violences recommençaient. Elles étaient pas physiques pour éviter de laisser des traces, mais elles étaient, psychologiques et elles sont tout autant destructrices, en Bah fait. oui, bien sûr. Mais du coup, c'était plus difficile, quoi, de raconter au juge, que, bah, il fallait changer de garde parce que c'était pas possible. Mais, heu, mais non, non, en fait, c'était selon la justice, ça reste ma mère. Ouais, c'est Puisque ça c'est le une problème. figure maternelle, Mmh. puisque c'est une femme, j'ai besoin d'elle, c'est tout. Mmh. Même si elle me maltraite, j'ai besoin d'elle et C'est fou, hein. Et ouais. ça a duré combien de temps un peu ce truc avec la justice qui vous renvoyait tout le temps, en fait, chez votre bourreau? Enfin, c'est Ouais, horrible. ça a duré, je dirais, de mes 7 ans à mes 13-14 ans. Ah ouais, c'est hyper Ouais. long. C'est fou. Alors, c'est là que tu dis qu'il y a un vrai dysfonctionnement en France parce que tu dis toutes ces années-là, tu aurais pu être mise en Mmh. sécurité avec tes sœurs loin d'elles. Ouais. Et non, ça a rajouté des années de maltraitance où après, bah, c'est des Mmh. années aussi dont il faut se remettre et il faut se reconstruire de ça. Et du coup, tes sœurs, tes plus grandes sœurs à ce moment-là, elles étaient toujours à la maison ou est-ce qu'elles avaient commencé à prendre leur indépendance vu qu'elles étaient plus Hem, âgées? alors en fait, il y avait un jugement par personne. En fait, Ouais, chaque individu était différent. Mes 2 grandes sœurs ont totalement arrêté de la voir, ok. dès le 7, décembre, 2012, elles ont complètement arrêté de la voir. Ma petite sœur, aujourd'hui encore, est en garde alternée avec elle. Oh là là. Heu, c'est, du coup, c'est très, très compliqué à la maison, hein, parce que, ma mère se sert de ma petite sœur pour, continuer ses maltraitances, en fait. Mm. Elle par exemple, elle a tendance à ma mère a une odeur très forte, un parfum très fort et elle met, toute cette odeur sur les vêtements de ma sœur, à tel point que quand je rentre chez moi, j'ai l'impression que ma mère est là. Oh là là, quelle horreur. Ah ouais, c'est Mmh. c'est vraiment compliqué, mais c'est fou. Comment ça se fait que avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce que la justice sait des maltraitances, comment c'est possible qu'ils laissent... Enfin, c'est quoi leur justification Mmh. pour laisser une petite fille, je sais pas Ouais, quel âge elle a ta elle a sœur, 14 ans maintenant. 14 ans, donc c'est plus une si petite fille, Oui. mais c'est quand même une très jeune personne. Mmh. Enfin voilà, avec cette «mère» entre guillemets, parce que ça n'a rien d'une mère. Oui. Et ta petite sœur, elle le vit comment, elle, le fait d'être encore avec elle En fait, ma mère pour, garder son statut de, pauvre maman, Mmh. il faut qu'elle garde une de ses filles, en fait, pour qu'elle puisse continuer à dire autour d'elle, que c'est nous les menteuses puisque Mmh. la preuve, il y a encore une petite avec elle parce que c'est une maman super. Donc ça se passe relativement bien même si elle a toujours des comportements, de maltraitance. Ma petite sœur sait en fait, elle est très vicieuse, elle sait qu'elle peut jouer de ça parce que, heu parce qu'en fait, la relation qu'elle a avec sa mère est seulement je dis sa mère parce que Oui. voilà, hem, avec la relation qu'elle a avec sa mère est purement, par intérêt, en fait, dans les 2 sens du terme. Mmh. Ma sœur a intérêt d'aller la voir parce que, du coup, elle est pourri gâtée et ma mère a intérêt d'avoir ma petite sœur pour continuer à se plaindre aux yeux des autres. Ouais, je vois. Et du coup, ça a pas créé un peu un clivage entre, les 3 plus grandes, dont toi et ta petite sœur? Si, si, là, on a une relation, au point mort, hein. Ouais, bah oui. C'est très, 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 très compliqué, Mmh. de ouais, parce que oui, elle nous fait penser à toutes, en fait, à notre mère et Mmh.
enfin, je sais pas ce que pensent mes 2 autres sœurs, mais moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de mal, à supporter ça, quoi. Elle a les mêmes idées, complotistes, la même odeur, le même rire même, enfin, il y a plein de trucs qui me rappellent, c'est cette personne et Mmh. ça m'insupporte, en fait. Ouais, je vois. C'est vrai que tu te dis c'est encore une fois un gros dysfonctionnement de la justice parce que s'ils avaient fait leur travail et qu'ils avaient retiré ta sœur, bah elle serait pas devenue comme Mmh. ça aussi. Enfin, Ouais. c'est ça qui est un peu qui est compliqué aussi. Mmh. Et donc du coup, est-ce que toi, tu as été suivie par la protection de l'enfance? Est-ce que vous avez vu des psychologues de la protection de l'enfance? Enfin, voilà, des choses comme ça ou pas du tout? Pas du tout de la protection de l'enfance. Mmh. C'était, j'ai eu un suivi, libéral, en fait. Ouais. Je suis allée voir une psychologue, pendant des années, j'allais voir, toutes les semaines cette psychologue pour essayer de me reconstruire, et du coup, il y avait aussi un suivi nutritionniste par rapport à mon surpoids. Mmh. D'accord. Et comment ça s'est passé, après donc quand tu as essayé donc de vivre avec ton père et tes sœurs? Hem, Bah, avec ton papa, comment est-ce que vous avez réussi à peut-être à retrouver un équilibre, un rythme? Parce qu'au final, tu l'avais vu un peu, de façon, hyper hachée. Enfin, voilà, Mmh. c'était pas du tout quelque chose de régulier. Donc ça a été comment le fait de retourner avec lui? Est-ce que tu as retrouvé un équilibre, une vie à peu près normale? Enfin En fait, c'était un peu mon sauveur mmh, puisqu'il venait de me retirer, de ma mère, même si, oui, pendant l'enfance, j'ai pas vraiment de souvenirs de lui, enfin de moments où n qu'on a passé avec lui, mais il venait quand même, de nous sortir de là. Donc tout de suite, ça a été une relation très fusionnelle où, mon père était toute ma vie et il a eu une copine qui est maintenant ma belle-mère. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à l'accepter parce que, c'était mon père et il était qu'à moi, à personne d'autre, mmh, quoi. En fait, c'était même pas équilibré, c'était trop fusionnel, c'était, très malsain ouais, finalement. je vois. Mais c'est parce que tu as essayé de reporter un peu tout ton amour aussi, Oui, oui. sur cette figure paternelle. Mmh. Et du coup, là, actuellement, au niveau judiciaire, ça en est où? Enfin, est-ce que ça a été, dit clairement que ta mère n'avait plus le droit de te voir avec tes sœurs ou pas du tout? C'est un peu, toi qui t'es, «échappée» entre guillemets? Ouais, oui, Ouais, oui, c'est c'est ça? pas du tout. Mmh. Elle a encore l'autorité parentale. D'accord. Oui. Mmh. Donc elle reçoit encore, tous mes bulletins. Elle est censée, recevoir, en fait, tout ce qu'un représentant légal reçoit. Mmh. Là, par exemple, j'ai envie de me faire vacciner, mais puisqu'elle est complotiste et que j'ai besoin de Ah son oui! accord, je ne peux pas. Ah ouais. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on oublie à quel point ça peut être hyper handicapant, Ouais, ouais, mais non, non. bah oui, parce que du coup, tu es encore mineure, Oui, donc je suis encore mineure, du coup, mmh. elle peut contacter, mes établissements scolaires, elle peut demander des rendez-vous avec mes profs, donc ça m'est déjà arrivé d'être, au lycée, de vouloir aller à la vie scolaire et puis, bah, de la voir dans la vie scolaire, quoi. Alors que, Ah ouais. Et toi, tu faisais comment dans ces moments-là? dans ces moments-là, je me cachais. Ouais. Je me cachais. Ouais. Ah là là, ouais, c'est fou, hein. Du coup, je voulais juste, rebondir, retourner un peu, par rapport, au rôle de ton père. Pour toi, c'est quoi le rôle qu'a eu ton père au final dans ton éducation, ta résilience, enfin dans qui tu es aujourd'hui? C'est une question hyper difficile. C'est très, très compliqué Ouais. parce que, bah, oui, c'est lui qui m'a en fait, c'est ma mère qui m'a éduquée, qui m'a appris à être polie, qui m'a appris, bah, du coup, plein de choses sur la nature, Mmh. puisque c'était, grâce à elle qu'on mangeait. Du coup, ma mère a quand même été un pilier assez important dans mon éducation, mais mon père, a assuré, plutôt mon bien-être, en fait. Mmh. Ouais, je vois. Ta mère, c'était plus pour des questions pratiques et encore pas tant que ça puisque visiblement pour vous nourrir, c'était compliqué alors que Oui, c'est quand oui, même un besoin, oui. essentiel. OK. Et lui, est-ce que tu sais, bah, déjà, au final, lui, il a été, totalement victime de violences Oui. conjugales aussi. Est-ce que lui, il a pris conscience de ça, un peu tard ou est-ce qu'il en avait conscience à ce moment-là? Enfin, est-ce que même aujourd'hui, il met le mot de violence conjugale sur ce qu'il a vécu ou pas du tout? Rarement, Mmh. mais il le sait, ouais, il le Ouais. sait. Et il a pas voulu porter plainte contre, du coup, son ex-femme? Je pense que ça aurait abouti à rien du Ouais. tout parce qu'encore une fois, la justice française ne devrait pas s'appeler justice. Ouais. Ouais, je comprends. Et du coup, tu sais, lui, enfin, comment est-ce qu'il a réussi à se reconstruire? Enfin, voilà, maintenant, tu disais que tu as une belle-mère, Mmh. donc tout va bien pour lui, il va Ouais. mieux, ouais? Oui, je pense qu'il va mieux, ouais. Mmh. D'accord. Et et à quel point, tu penses que, enfin, déjà, juste, je me demandais, quand tu étais, petite, du coup, et que tu vivais ces maltraitances,
Enfin, comment est-ce que ça t'affectait, toi, quand tu étais petite? Est-ce que tu avais des comportements particuliers? Est-ce que il y avait des choses que tu faisais qui auraient pu alerter autour de toi que tu étais victime de maltraitance? Hem, en fait, je m'en rends pas très bien compte. Il y a juste une chose où, oui, c'était clairement un appel à l'aide et personne ne m'a aidée. C'est, quand j'étais en CE1, on devait dire, en fait, quel était notre plus grand rêve et j'ai répondu à cette question: «Mourir». Et les professeurs, en fait, n'ont rien dit. Ils ont juste dit, bah, qu'il fallait que je change de rêve, que c'était pas un vrai Ouais, rêve. je vois. Super. Merci beaucoup pour votre aide. Alors que vraiment, c'était mon plus grand rêve. Je Ouais. rêvais de mourir. C'était, la chose qui me tenait le plus à cœur, c'était de mourir. Mmh. Donc en fait, enfin, là encore, on voit qu'il y a encore des dysfonctionnements parce que c'est vrai que quand on voit qu'un enfant, enfin quand on soupçonne des risques de quand on soupçonne qu'il y a une maltraitance, en tant qu'adulte, on a un rôle vraiment à jouer très Mmh. important et justement, je le rappellerai à la fin de l'épisode sur ce qu'on peut faire, mais c'est là où on se dit, bah, c'est pareil, c'est des gens qui auraient pu donner l'alerte, qui auraient pu aussi faire changer les choses, Mmh. donc c'est vraiment dommage que ça n'ait pas eu lieu et toi du coup, dans la suite un peu de ta vie, hem, comment est-ce que tu penses que ces expériences, avec ta mère maltraitante t'ont affectée? En fait, cette expérience m'a obligée à grandir très vite. C'est-à-dire que, bah, quand j'étais en sixième, en fait, j'avais déjà vécu tellement de choses, que je me suis sentie vraiment énormément en décalage avec les gens de mon âge. Donc j'ai eu beaucoup de mal, au niveau social, en fait et sinon, je pense que ça m'a aussi conduit à avoir d'autres mauvaises expériences, en fait, parce qu'une mauvaise expérience en entraîne une autre et du coup, exactement comme toi, enfin, pas Mmh, exactement parce que chaque histoire est unique, mais un oui. peu comme toi, je me suis retrouvée, pendant mon année de seconde en couple avec un pervers narcissique. Mmh. Et du coup, tout ça, enfin, tu penses, enfin, oui, après, tu me disais que tu été suivie par des psychologues, etc. Et eux, ils ont vu un lien entre le fait de te retrouver dans une relation violente à l'adolescence et avec ta mère Mmh, toxique. c'est Ouais. ça, c'est que, selon eux, on se dirige vers ce qu'on connaît, en Mm. fait. Ouais, je vois. Et du coup, toi, tu as eu des difficultés à l'adolescence au niveau de la santé mentale, etc. Ça a été difficile pour toi? Ah oui, oui, ça a été, c'est le chaos total, hein. Ouais. Ouais, c'est très, très compliqué. Encore aujourd'hui, c'est difficile. Mm. Et t'es passée par quoi comme étape voilà, je pense que ça peut aider certaines personnes de savoir un peu ton parcours. Je suis, passée par, beaucoup d'hospitalisations, Ouais. en psychiatrie. Pendant un an, j'alternais, dépression à la maison et dépression à l'hôpital. Et là, en janvier, j'ai intégré un centre de soins études, à Rennes, donc loin de ma famille, et loin de toute la de la ville, en fait, où j'ai grandi et où il y a tous mes problèmes. Et le centre de soins études m'a permis, en fait, de continuer à avoir, des cours. Ça m'a permis d'obtenir mon bac et d'avoir, à côté de ça, un suivi. En fait, c'est exactement comme le sport-études. Il y a Ouais, je un vois. côté, sport, un côté études. Bah, Mm. là, c'était pareil, mais c'était avec, les soins. Donc en fait, mon emploi du temps était, aménagé en fonction, de mes rendez-vous, avec, les psychiatres, psychologues, infirmiers, soignants et cetera. Ouais, donc en fait, tu es encore en plein dedans Ouais. dans cette étape enfin, qui peut être très longue de reconstruction, Mmh. etc. Et justement, toi, tu te situes où comme ça quand tu te vois sur le chemin de la reconstruction? Est-ce que tu as l'impression d'être encore juste au début ou est-ce que tu te dis que tu vois un peu le bout? Enfin, où est-ce que tu en es aujourd'hui, en fait? En fait, pour être sincère, je crois qu'il y a pas de bout. Ouais. Je pourrais jamais être reconstruite. Mmh. C'est pas possible. Ouais. Pourquoi tu penses que ça a trop, enfin, notamment, donc après, en plus, tu as eu la malchance de tomber encore sur une personne horrible à l'adolescence, mais tu penses que du coup, enfin, ce que tu as vécu avec ta mère, ça t'affectera toute ta vie, en fait? Oui, oui, Ouais. parce qu'en fait, les psychiatres, m'ont dit que j'avais eu quelque chose qui s'appelle, la dépression du bébé. C'est-à-dire que quand je suis née, puisque j'étais un bébé, pansement qui visait à seulement, réparer les autres, j'ai pris toutes les émotions dépressives de mes parents, de mon père qui était alcoolique et de ma mère qui était, heu, droguée et dépressive et en fait, j'ai grandi avec et c'est vrai que quand je compte le nombre d'années que j'ai passé, pas en dépression, en fait, il y a l'année de sixième, je crois, qui s'est à peu près bien passée et sinon toutes les autres, c'était, dépression donc ouais, c'est en moi, quoi. C'est comme Ouais, je ça. vois. Et toi, t'as quoi comme vision du coup de la maternité, et cetera? Est-ce que, toi, plus tard, t'as envie d'avoir des enfants ou est-ce que c'est quelque chose où tu te dis: «Mais jamais de ma vie je veux faire ça»? Enfin,
quelle est la relation que tu entretiens avec ça? Alors je sais que il y a en fait, il y a deux oppositions. Je sais qu'il y a 2 de mes sœurs qui veulent surtout pas avoir d'enfants. Mmh. Surtout, surtout pas et moi par contre, j'ai très, très envie d'avoir des enfants. Ouais. J'ai beaucoup d'amour à donner en fait Mmh. et je sais pas, c'est en moi quoi. Depuis Mmh. toute petite, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de pouvoir rendre heureux quelqu'un quoi. Ouais, je vois. Et il y a des abonnés aussi donc qui m'ont dit qu'ils avaient eu des expériences similaires. Parce que malheureusement, je pense que, la maltraitance, ça touche beaucoup de personnes. Enfin, c'est vrai que, moi, ma mère travaille dans la protection de l'enfance, elle est assistante familiale donc c'est vrai que je vois un peu quand même, Oui. ce qui se passe dans ce monde-là où les enfants sont placés et cetera et où, bah, déjà, c'est une chance pour les enfants d'être placés et malheureusement, il y a pas assez de familles d'accueil pour accueillir les enfants et en plus de ça, il y a plein de gens dans la protection de l'enfance qui considèrent que, les parents, c'est les entités suprêmes et que, il faut absolument que les enfants retournent avec leurs parents et on n'arrive pas, en fait, j'ai l'impression, à accepter que, les parents puissent être profondément toxiques et que les Mmh. enfants puissent être extrêmement malheureux avec leurs parents. Donc c'est hyper problématique. Mais, il y a des abonnés qui se demandaient si, pour toi, c'était possible un jour d'envisager un pardon par rapport à ce que t'as fait ta mère ou absolument pas? Non. Ouais. Je Pas pense du que c'est tout. assez En évident. fait, non, pourquoi lui accorder le pardon après tout ce qu'elle a fait? Mmh. Enfin, pas à elle en tout cas. Mmh. C'est des choses, en fait, qui sont tellement horribles, dont elle était consciente, qu'elle a fait pour se faire plaisir, donc pour elle, en fait, c'est même pas une faute Mmh. et quand on pense qu'on fait pas de faute, je vois pas pourquoi est-ce que j'irais lui dire pardon alors qu'elle pense que c'était tout à fait normal, quoi. Ouais, c'est ça qui est fou quand même. Mmh. Mmh. Si elle s'était excusée, si elle m'avait dit pardon, d'accord, mais là, elle continue à soutenir que, c'est une excellente mère. Oui, c'est ça. En fait, elle est vraiment dans sa paranoïa, Mmh, elle est dans son monde où elle se dit que, tout le monde est méchant quoi, avec c'est elle et ça. que ouais, je vois et elle a jamais, eu un suivi psychologique, Si plein, mais ça a jamais abouti, hein, comme pour Mmh. tous les pervers narcissiques, ça se guérit pas. Ouais, je Parce vois. qu'ils veulent pas changer. Ouais. Ils font semblant pour dire, «Si, si, regardez monsieur le juge, j'ai le droit d'avoir sa garde, je suis allé voir un psychiatre pendant 3 mois» et c'est tout en fait. Ils font tout par intérêt, Mmh. pour eux. Ouais, je vois. Et donc par rapport à la relation, on peut en parler quand même, rapidement que tu as vécue, à l'adolescence, enfin, déjà c'était ta première relation à toi? C'était Ouais. ton premier amour? Et tu t'y retrouvais, comment? Est-ce que c'était tu penses parce que c'était une personne plus âgée? Je sais pas, peut-être, j'en sais rien, je suis pas psy, mais est-ce que tu recherchais peut-être une autorité que tu avais pas avec ta mère hem, ou de l'affection tout simplement que tu avais pas avec ta mère? Comment est-ce que tu penses que ça s'est passé? Je Après ça crois peut être juste le que hasard, mais non, non, je crois pas trop au hasard. ouais. Je crois qu'il y avait surtout, en fait, une recherche constante de reconnaissance. Mmh. En fait, il était plus âgé, il était mignon et puisque ma mère m'avait toujours rabâché que j'étais nulle, en fait, que j'étais une incapable, que je plairais jamais à personne, être avec, quelqu'un de plus âgé, de plus beau, enfin vraiment, c'était un peu, l'icône idéale, quoi Mmh. et au niveau du regard des autres, ça m'apportait énormément. Je crois que c'est pour ça, c'était surtout pour une raison de confiance en soi. Enfin, ça me donnait vachement confiance de Ouais. me dire: «Oui, j'ai 15 ans, mais je peux être en couple avec quelqu'un de 18 ans qui est beau». Mmh. Ouais, je vois. Et donc toi, ça a duré combien de temps du coup, cette, relation-là? Ça a duré de, décembre 2018 jusqu'à août, 2019. D'accord. Et donc, bon, tu me disais avant, mais du coup, ce n'était pas enregistré, que tu avais déposé plainte Oui. et du coup, tu peux expliquer peut-être rapidement, comment ça s'est passé pour toi ce dépôt de plainte et si ça a donné suite, ou pas? Mmh. Du coup, moi, j'ai porté plainte, en février, en février 2020, je crois, oui, c'est ça, il y a 1 an et demi et ça s'est super bien passé. Je suis restée pendant 3 heures et demie dans le bureau, de la policière. J'ai été filmée, j'ai énuméré les faits, même si j'en ai oublié, beaucoup, beaucoup parce qu'en Oui, bah, fait, c'est toujours le cas. voilà, ouais. Et puis les flashbacks, sont revenus aussi après. Enfin bref, du coup, j'ai pas tout dit, mais elle était déjà, convaincue en fait que ça pouvait pas, ne être classé sans suite. Ensuite, j'ai vu des experts, psychiatres qui m'ont dit pareil, qui m'ont dit: «Mais c'est un gros malade, faut l'enfermer quoi, c'est pas possible de laisser ce genre d'individu dans la nature». Moi j'étais là, complètement détruite, je sortais d'hospitalisation, j'avais les bras en sang parce que je me mutilais, c'était le seul moyen que j'avais pour, extérioriser. Enfin, ça sautait aux yeux que ça m'avait détruite et il fallait que ça paye et en fait, pendant, je sais pas, je dirais 9 mois, j'ai plus du tout eu de nouvelles
et la justice m'a appelée pour, me demander si j'avais envie d'avoir un rendez-vous, avec, une psychologue, un rendez-vous psychologique, c'est vraiment ça qu'ils m'ont dit. Mmh. Je me suis dit: «Pourquoi pas? Si ça peut, appuyer, sur le fait que ça va pas, je vais le faire» et en fait, c'était pas du tout psychologique. Je suis arrivée dans le bureau, on m'a dit: «C'est classé sans suite». Ah Alors, je vois d'accord. pas trop où est la psychologie. Oui, bah, Bah, je me suis effondrée et en fait, le seul truc que j'ai réussi à dire, c'est: «Mais il aurait fallu quoi qu'il me filme?» mmh. et après je suis partie, en fait, elle a commencé à me dire: «Oui, du coup, on a entendu un tel» et je suis partie. Je pouvais Mmh. pas. C'était, au-dessus de mes forces. Ouais, c'est fou et c'est ce qu'on se disait, avant d'enregistrer que c'est quand même dingue que, en fait, enfin, tu vois, pour le coup, toi, ça se voyait Mmh. extrêmement fort que ça Mmh. n'allait pas. Je veux dire, tu avais tout ce bah, voilà, les mutilations, toutes les hospitalisations, enfin, je veux dire, ça se voyait même physiquement que ça n'allait pas Mmh. et même avec ça, enfin, pour la justice, c'est pas assez donc tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il leur faut?» Effectivement, tu te dis: «Mais il faut que quoi? Que je place une caméra chez moi qui me Mmh. filme tout le temps pour que dans le cas où je suis violentée, on le voit?» Enfin, c'est abominable, franchement, ça met tellement en colère. Mmh. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que c'est compliqué. Et donc, on parlait justement de confiance en soi, etc. Toi, aujourd'hui, t'en es où par rapport à ça? Tu portes quel regard sur toi-même? Est-ce que tu arrives à apprendre un peu à t'aimer ou ça se passe comment? Depuis que j'ai changé de ville, Mmh. que je sais que quand je sors, je ne vais croiser ni ma mère, ni mon agresseur, ça va beaucoup mieux. Je dirais pas que je suis au top du top, mais il y a quand même des fois où je croise mon regard le matin et je me dis: «Oh, ça va, tu es pas mal». Ouais, je vois. Alors qu'avant c'était, en fait, je me levais même pas du lit. Ouais, d'accord. Donc c'est bien, faut reconnaître les progrès, Oui, ouais. en vrai, la distance, physique, Mmh. ça m'a énormément apporté, Ouais, énormément. OK. Et qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui nous écoute et qui vit des maltraitances, intrafamiliales, que ce soit par sa mère, par son père? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? D'en parler? Mmh. Je sais que c'est très difficile, surtout, si cette personne se rend pas forcément compte parce que c'est difficile d'admettre en fait, Mmh. qu'on est, victime, mais il faut en parler et surtout en parler aux bonnes personnes. Ne pas se diriger vers quelqu'un qui va dire, «Mais c'est normal, ta mère ou ton père est très gentil, c'est normal, tout le monde a des petits coups, de blues, de violence», Non, il faut vraiment s'adresser aux bonnes personnes, voire même, peut-être, des psychologues tout directement quoi. Mmh. S'adresser à des centres qui sont spécialisés pour être sûr d'avoir, une écoute bienveillante. Mmh. Ouais, c'est ça et puis bien préciser que, de toute façon, il n'y a pas de coup de blues ou quoi que ce soit. Non, Voilà, un il y parent a n'a aucune excuse, jamais non. à lever la main sur son enfant ou même comme tu dis, les violences psychologiques, c'est moins on s'en rend peut-être moins compte, je pense, Mmh. sur le moment, mais c'est hyper destructeur aussi et voilà, les parents n'ont pas à dévaloriser leurs Mmh. enfants. Enfin, voilà, c'est très important de le rappeler et du coup, toi, tu m'as dit que tu allais faire psycho après. Mmh. Est-ce que tu penses que tu as choisi cette orientation aussi par rapport à ce que toi, tu as vécu? Ah oui, c'est sûr et certain. Ouais. Sûr et certain. Quand, du coup, quand j'étais petite et que je voyais, la psychologue, un jour, je suis sortie de son bureau et je me suis sentie vraiment bien. Mmh. Je me sentais, légère et heureuse et là, je me suis dit: «Waouh, c'est presque une magicienne, en fait». Mmh. C'est fou, quoi, que, ça fait bon, certes, ça faisait, 1 an que je la voyais toutes les semaines, mais ça y est, je me sentais enfin bien et ces mots, en fait, m'avaient guéri, mes maux à moi Mmh. et heu et du coup, depuis ce moment-là, je suis hyper intéressée par, tout ce qui est dans le social et heu je voulais faire un CAP petite enfance parce que justement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'enfance et je voulais réagir face à ce genre de situation si jamais j'en voyais, plutôt que de ne rien faire comme les nombreux adultes qui étaient autour de moi et qui n'ont Ouais. pas réagi. Mais le CAP petite enfance, c'est directement après la troisième et Mmh. j'étais pas encore assez sûre, donc j'ai continué mes études et puis, plus ça avançait, plus je me suis dit que la psycho, ça pouvait être Mmh. hyper intéressant, Ouais et justement, tu aimerais travailler, spécifiquement dans le domaine de la protection de l'enfance? pas forcément non, Ouais. mais, dans le social, enfin j'aimerais aider les gens à se sentir mieux. Ouais, je vois. Pour guérir, mais est-ce que tu penses qu'il faut d'abord guérir soi, avant d'aider les autres ou Ah oui, pas? c'est sûr. C'est sûr que si je suis pas guérie, d'ici la fin de la fac, je me lancerai pas dans ce métier-là parce que je Ouais, sais que je serai pas une bonne psychologue. ouais, d'accord. OK. Ouais, c'est bien, ça te donne aussi un objectif de dire: «Il Oui, faut que moi je guérisse mes propres traumatismes pour pouvoir, oui, oui, aider les évidemment. autres», ça peut aider aussi d'avoir un peu une deadline. Tu te dis: «Bon allez là, Oui. faut que ce soit bon». OK et d'une manière un peu, générale, c'est quoi toi tes projets, aujourd'hui pour l'avenir? Qu'est-ce que tu vois pour ton futur? Ben, pour l'instant, j'essaie de pas trop me poser de questions. Mmh. Je vois pas
pas l'avenir. Je préfère ne pas l'imaginer parce que quand je suis, sortie de cette expérience avec ma mère, j'étais loin de m'imaginer que ça allait recommencer avec un homme Ouais. et enfin, j'étais sûre, en fait, d'avoir, cerné, toutes les personnes malveillantes et que ça m'arriverait plus jamais et en fait, si, c'est arrivé donc maintenant je préfère, pas du tout imaginer l'avenir de peur d'être déçue. Ouais, d'accord. On vit au jour le jour et C'est ça. OK. Et du coup, la dernière question, toi, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel? Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre, aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? Je dirais qu'il faut s'accrocher et que même si c'est long, qu'on peut pas croire en la justice, il faut croire en soi. Mmh. Que même si autour de nous personne, enfin il y a forcément des gens, mais même si autour de nous on ne trouve pas assez de ressources, on en a en soi. OK. C'est important de garder ça en tête. C'est Mmh. très bien de finir là-dessus. Parce qu'effectivement, je pense qu'on est, notre meilleur allié Mmh. soi-même, même si des fois ça peut être compliqué, mais faut essayer de cultiver un peu aussi Mmh. ce soin qu'on doit avoir envers soi-même. Oui, l'être humain est assez, exceptionnel, là-dessus. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Louise, déjà de m'avoir contactée, en plus de m'avoir accueillie chez toi et surtout d'avoir raconté ton histoire et de l'avoir aussi bien fait. Je pense que, ça va vraiment aider beaucoup de personnes parce qu'au final, j'ai l'impression que, tout comme les violences conjugales, c'est quelque chose d'ultra tabou, mais d'ultra répandu, Mmh. j'ai l'impression que tout ce qui est maltraitance, intrafamiliale, du coup plutôt d'un parent envers un enfant, c'est aussi ultra, répandu Mmh. et hem et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez et encore une fois, on a des images très clichés comme les violences conjugales où on se dit, «C'est forcément des coups», mais non, c'est pas forcément des coups, ça peut être beaucoup de choses et la preuve avec, toi et tes sœurs, vous avez chacune vécu un peu des violences différentes. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir raconté ça et puis voilà, c'est bien, je pense, de briser les tabous autour de la maternité, de montrer que Mmh. ça ne se passe pas toujours bien, qu'une mère, ça peut aussi être, violent envers ses enfants. Enfin voilà, c'est pas parce que tu es mère que, tu as un totem d'immunité qui va t'empêcher d'être une personne toxique. Donc voilà, c'est important de déconstruire tout ça et de comprendre que si notre mère ou notre père exerce, des violences, à notre égard, il faut se sentir légitime sur toutes les quartiers de notre vie. Je pense que c'est ça aussi qui est pas forcément Mmh. facile. Donc merci infiniment parce que j'ai beaucoup, appris grâce à ton témoignage. Donc voilà, je te souhaite, beaucoup de bonheur dans ta vie et puis bien sûr, je pense aussi à ton papa, et à tes sœurs. Merci à toi d'en parler, c'est vraiment super cool. Merci. Si vous aussi vous subissez de la violence de la part d'un de vos parents, ne restez pas seul. Vous pouvez contacter Allo Enfance en danger au 119. Ce numéro est gratuit et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'ailleurs, vous pouvez aussi contacter ce numéro si vous pensez qu'un enfant dans votre entourage est victime de maltraitance ou si vous êtes vous-même un parent auteur de violence. Si vous êtes témoin de maltraitance d'enfants ou que vous avez des soupçons, n'hésitez pas à alerter les autorités compétentes. Ces maltraitances sont extrêmement destructrices, comme a pu nous le montrer Louise. Si vous éprouvez des difficultés en tant que parent, vous pouvez prendre vous-même contact avec les EPE, donc les écoles des parents et des éducateurs. Ce sont des lieux d'accueil pour les familles où vous serez accompagnés dans vos difficultés et pour l'éducation de vos enfants. Si vous avez été ou que vous êtes toujours victime de violences de la part de votre mère ou votre père, je vous souhaite beaucoup de courage. N'oubliez jamais que toute personne toxique et néfaste pour vous doit être éloignée le plus rapidement possible, même s'il s'agit d'un membre de votre famille. C'est très difficile, mais c'est primordial pour vos santé physique et mentale. Gardez espoir et gardez en tête que vous êtes une personne qui mérite de l'amour et du respect. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi venir raconter votre histoire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail. Je compte sur vous pour faire vivre ce podcast autour de vous en partageant l'épisode et en parlant à vos proches. Venez nous rejoindre sur Instagram et surtout, n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow. High above the chimney top.